Bonjour à tous. Pour ceux qui sont déjà connectés, est-ce que vous pouvez juste nous dire si tout fonctionne, le son, est-ce que vous nous entendez bien? Et pareil, est-ce que vous voyez bien notre écran avec la page d'accueil du PowerPoint? Si vous pouviez juste nous faire un petit commentaire dans le chat en nous disant OK, tout est bon avant qu'on commence, comme ça au moins on va voir si tout fonctionne. C'est bon? Apparemment, c'est le Ok, cas. apparemment ça a l'air de marcher. Super. On va attendre une petite minute les derniers connectés et après on commencera. Bah, moi, je vais en profiter quand même pour dire bonjour. Bah oui, bien sûr. Bonjour à tous. Hop. Excusez-moi. Ils embrouillent dans nos téléphones surtout. Ouais. Allez, bah du coup, il est 11 heures. On va donc attaquer notre webinaire du jour. Donc bonjour à toutes et à tous. Nous allons rester connectés pendant une petite heure ensemble pour parler de la réforme de l'étiquetage. Donc, la date de lancement, c'est aujourd'hui, le 8 décembre 2023. Donc, pour animer ce webinaire, je suis avec mon collègue Éric Delabre. Bonjour à tous. Et donc moi-même, Charlotte Sling, nous sommes tous les deux consultants à l'ICV dans les services stratégie, qualité et développement durable. Et donc nous allons vous faire un point aujourd'hui à date de lancement de ce nouveau règlement, des dernières exigences et nouveautés en termes de réforme de l'étiquetage. Allez, si vous voulez bien, on va lancer le PowerPoint et vous allez du coup pouvoir. Alors, juste un petit réglage. Nous avons coupé tous vos micros. Donc, l'idée, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le petit onglet questions et on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Alors, donc l'objectif de notre webinaire du jour, donc c'est faire un point ensemble sur l'état actuel des exigences en vigueur par rapport au texte réglementaire. Parce que du coup, il y a eu un dernier avis de la Commission européenne qui est sorti tout récemment, il y a à peine 15 jours, donc le 24 novembre, au journal officiel qui a précisé certains éléments. Donc pour ceux qui avaient suivi le premier webinaire qu'on avait fait c'était au mois de juillet, je crois, on n'avait pas pu répondre à tous les éléments de questions que vous aviez pu poser. Donc là, on va essayer de répondre au maximum avec bien évidemment en support ces données de la Commission européenne. Allez, donc nous allons commencer par le premier point qui concerne l'échéance. Donc aujourd'hui, date anniversaire de ce changement pour la filière vin, donc 8 décembre 2023. Alors, qu'est-ce qu'il en est des vins concernés par cette réforme? Donc, les vins, le produit et importés avant la date d'aujourd'hui peuvent continuer d'être mis sur le marché jusqu'à épuisement des stocks. D'accord? Donc, autrement dit, c'est les vins produits en 2023 et ceux des vendanges passées n'ont pas à appliquer ce nouveau cadre de réglementation sur l'étiquetage. Ok? Donc, les vieux millésimes, la production 2023, si les vins ont fini leur fermentation alcoolique, c'est pareil, on n'a pas appliqué ce changement. Par contre, pour tous les autres vins, tous les vins produits ou importés à partir du coup d'aujourd'hui sont soumis à ces nouvelles obligations. Et petit quid, pour le moment, on n'avait pas encore de réponse par rapport aux effervescents. Maintenant, nous en avons. Donc, si la prise de mousse est postérieure au 8 décembre, ces vins sont concernés par la réforme de l'étiquetage.
Donc ça, c'est une nouveauté de cette dernière publication de la Commission européenne du 24 novembre. Donc maintenant, si la prise de mousse est postérieure à aujourd'hui, les vins sont concernés par la réforme. Tout à fait, ouais. Voilà. Est-ce que, Eric, on a des questions sur le chat s'il y a besoin de répondre? On va essayer d'y répondre au fur et à mesure pour pas que l'on se retrouve. Aucune question par rapport encore là pour l'instant. Sur cette partie-là. Ouais, Okay. juste une petite précision. Donc en fait, par rapport au vin effervescent, on considère que le vin est produit à partir du moment où il a atteint son titre alcoométrique et la surpression requise. D'accord, ça c'est une précision aussi. Voilà, c'est important. Ouais. Et ça, c'est autre précision. Donc c'est pour tous les vins qui sont distribués en Europe, qui soient issus de la communauté européenne ou hors communauté européenne à partir du 8 décembre. Ouais. Tous les vins distribués en Europe doivent respecter cette réglementation. D'accord, aux exceptions parfait. Et ça s'applique bien évidemment aux vins en bouteille, en bib, au vrac, au petit vrac. Tous les vins sont concernés par cette réglementation. OK. Alors maintenant, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on doit indiquer finalement sur nos étiquettes. Alors, depuis 2011, il y a un règlement, le règlement INCO, qui s'applique à toutes les entreprises de la filière agroalimentaire. Et donc, qui demande qu'apparaissent sur les étiquettes des produits les mentions suivantes. En petit 1, la liste des ingrédients, y compris bien évidemment les allergènes, la valeur énergétique en kilojoules et en kilocalories, et la déclaration nutritionnelle. Donc, vous voyez, on vous a mis un petit exemple d'étiquette et on vous a entouré ces mentions. Donc là, ce règlement, il était obligatoire depuis 2011. La filière vin avait eu une dérogation spécifique jusqu'à présent. Mais maintenant, on doit être soumis à la même réglementation que les autres produits agroalimentaires. Cependant, on a toujours une petite dérogation, c'est que la filière, on a le droit de dématérialiser certaines de ces mentions. Et on va voir du coup qu'est-ce qu'il en est. Donc sur la diapo que vous avez affichée, on vous a mis un exemple d'étiquette que l'on retrouve sur les vins. Donc là, en l'occurrence, c'est du Beaujolais, mais peu importe, c'est pour vous montrer comment les mentions peuvent apparaître sur les étiquettes des bouteilles. Donc, vous voyez en bleu, nous avons entouré le QR code qui, lui, peut indiquer la liste des ingrédients. Donc, en effet, cette liste des ingrédients peut soit apparaître en toutes lettres sur l'étiquette, soit dématérialisé par QR code. On y reviendra tout à l'heure sur cette notion de QR code parce que dans la dernière parution de la Commission européenne, il y a un petit complément qui a été fait. On le verra sur les diapos d'après. Donc, le deuxième point que l'on voit apparaître sur notre étiquette, donc en rouge, c'est la valeur énergétique. Donc, la valeur énergétique, elle est indiquée en dessous du QR code, écrite en toutes lettres. Là, ça ne peut pas apparaître sur le QR code. On va y revenir après. En petit 3, nous avons la déclaration nutritionnelle qui, elle aussi, peut être intégrée au QR code ou en face. Ça, c'est vous qui décidez. Et enfin, le dernier point qui concerne l'affichage, ce sont les indications des allergènes qui, eux, comme déjà depuis un long moment, doivent être indiqués sur l'étiquette. J'ai une première question là, Charlotte. Bonjour, faut-il afficher ingrédients en entier à la place du I au milieu du QR code? Eh ben justement, ça fait partie de la dernière diapo, mais comme vous posez la question, on va le faire maintenant. En effet, les dernières discussions qu'il y a eu, c'est ça, c'est qu'en fait, il faut pas qu'il y ait de confusion pour le consommateur. Donc, il considère que juste le i sur le QR code peut porter à confusion. Ça pourrait être juste information ou autre. Donc, maintenant, il faut qu'on écrive au-dessus du QR code ingrédients.
il faut que le terme ingrédient apparaisse au-dessus de votre QR code. Donc là, chose qui est aussi vient d'être, on va dire, validée et formalisée. Très bien. Alors, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, Eric, est-ce que du coup tu vas pouvoir toi nous dire un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière cette liste d'ingrédients? Qu'est-ce que tu peux nous dire derrière cette notion? D'accord. Donc, le règlement INCO, hein, c'est pour information consommateur. Donc, les consommateurs, ils doivent être informés de ce qu'ils vont consommer. Donc, dans ce que je vais consommer, effectivement, les ingrédients qui constituent ma denrée alimentaire, qui constituent mon vin. Donc là, sur la gauche, on va parler effectivement des matières premières, hein. Donc, la première matière première du vin, c'est le raisin. Donc, on va utiliser le terme raisin. Ensuite, effectivement, vous pouvez avoir utilisé du mot concentré, hein, du mot raisin. Que ce soit pour la chaptalisation ou l'enrichissement, dans tous les cas, on va utiliser qu'un seul vocable, c'est mou de raisin concentré. Si vous utilisez du saccharose, on va utiliser le terme sucre. Par rapport à les personnes qui font de l'effervescent et notamment qui vont utiliser des liqueurs de tirage ou des liqueurs d'expédition, vous précisez effectivement dans la liste des ingrédients, j'ai utilisé la liqueur de tirage, j'ai utilisé la liqueur d'expédition. Par contre, vous n'êtes pas obligé de définir la composition de ces liqueurs de tirage ou d'expédition. D'accord. Donc ça a été bien défini. On écrit ces termes-là. Bien défini, ouais. Tout à fait, ouais. Et pour ceux qui font du vin de goût naturel, hein, donc il y aura un process de mutage au cours du process d'élaboration du vin. Donc, alcool vinique, alcool, éthanol. Donc là, on a regardé dans le Code général des impôts, par rapport au mutage, on parle d'alcool vinique. Donc, on vous propose d'utiliser ce terme plutôt. Dans tous les cas, cette liste des ingrédients, c'est en ordre décroissant. Quel est le composant principal? Et c'est pour ça que, effectivement, raisin apparaît en premier. Est-ce qu'on doit indiquer la dose? La dose, non, vous n'êtes pas obligé d'indiquer la dose, à moins que vous mettiez quelque chose en avant. Par exemple, je prends des vins aromatisés au pamplemousse. Là, je mets en avant pamplemousse. Il va falloir que je déclare effectivement la quantité de pamplemousse effectivement présente dans le vin. D'accord. Oui. Mais c'est la seule obligation, hein. Okay. Après, vous allez identifier, hein, présenter la liste des additifs alimentaires que vous avez utilisés. Toujours en ordre décroissant. Dans tous les cas, il faut que tous les produits que vous allez déclarer, il faut qu'ils représentent au minimum 2% de la composition finale du produit. Pour les ingrédients. Pour les ingrédients. Après, voilà. Par contre, pour les additifs, ça, c'est pour tout ce qui est supérieur à 2%, il faut les présenter dans l'ordre décroissant. Par contre, pour tout ce qui est inférieur à 2%, vous pouvez les regrouper par catégorie. Voilà. Pour les additifs, après, inférieur à 2%, on les regroupe par catégorie. On va vous les présenter du coup sur la diapo suivante. Dans tous les cas, c'est matière première et additifs. Là, volontairement, on ne parle pas d'auxiliaires technologiques parce que ces auxiliaires, hein, ne doivent pas être cités. Sont exclus de cette liste. Sont exclus, ouais. D'accord. Alors, par rapport aux additifs, si vous voulez chercher la liste des additifs complète, hein, on vous la présente quand même, sachez que vous pouvez retrouver cette liste dans le règlement délégué européen 2019-934. Et vous avez une liste, hein, en annexe 1 qui vont prendre toutes les pratiques et les traitements autorisés d'un point de vue œnologique. Et vous avez une colonne qui définit est-ce que c'est un additif, est-ce que c'est un auxiliaire. Donc, le règlement 2019-934. Hein. Donc, par rapport à ces additifs alimentaires, qu'est-ce que c'est un additif alimentaire, hein? C'est, pardon, excusez-moi. Donc, c'est un produit qui est ajouté intentionnellement en qualité au cours de l'élaboration du produit, qui est encore présent dans le produit fini et qui en plus a une fonction technologique. Voilà comment on caractérise un additif alimentaire. Donc, vous avez des grandes familles, hein, et on voit qu'effectivement, ces additifs, on les ajoute au fur et à mesure du process. Donc, au moment de la récolte, hein, pour protéger la vendange, vous pouvez rajouter des sulfites. Ça, c'est un conservateur. Donc, ça, à déclarer sur la liste des ingrédients. Et de toute façon, un sulfite, c'est un allergène
Et alors, on écrit méthabisulfite de potassium ou on écrit sulfite? Non, sulfite. En fait, toute la famille des SO2, hein, vous allez utiliser qu'un seul vocable, c'est le terme sulfite. Ok. L'acide ascorbique, encore présent dans le fin, c'est effectivement un conservateur. Ça, il faudra le déclarer comme additif. Au cours de la vinification de l'élevage, effectivement, on continue à utiliser des sulfites hein, pour protéger les vins. Donc, à déclarer sous le même vocable. Si jamais, pour du collage, vous utilisez des produits à base de casine ou d'albumine, je vous rappelle que ce sont des allergènes. Hein, donc, il va falloir les déclarer contient des produits à base de lait pour la caséine, contient des produits à base d'œufs pour l'albumine. Il faut qu'il soit supérieur à 0,25 mg par litre résiduel pour les déclarer. Donc, on les indique sur l'étiquette uniquement s'il y a des résidus dans nos vins supérieurs à 0,25 mg. Exactement. Ouais. Si on en trouve encore, il faut les déclarer. Si ce n'est pas le cas, avec un test ELISA, vous n'êtes pas obligé de les déclarer. Hein. Après, vous avez les régulateurs d'acidité. Acide tartrique, malique, lactique, fumarique, citrique, etc. Non, la liste, elle se limite à ça. Ces régulateurs d'acidité, effectivement, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre en fonction du type de vin, en fonction de la saison. Donc là, il y a eu une évolution par rapport au texte initial. Vous pouvez dire contient des régulateurs d'acidité. Vous pouvez citer jusqu'à 3 régulateurs. Donc c'est et ou, mais il faut qu'il y en ait au moins un présent. D'accord. Donc là, c'est une spécificité pour les régulateurs d'acidité. Ouais, c'est pour éviter effectivement de créer un QR code par cuvée. D'accord. Donc, c'est maximum 3 et il faut qu'il y en ait au moins un sur les 3 qui soit présent dans le vin. Tout à fait, ouais. Et on écrit contient acide tartrique, par exemple, et ou acide malique, et ou acide lactique. Tout à fait, ouais. Voilà, c'est la phrase qu'il faut faire apparaître sur la liste. Tout à fait, ouais. Je continue. Donc, le sulfite. Là, on est sur le conditionnement. Là, on est au niveau du conditionnement ou la préparation à la mise. Donc, tous ces additifs, il va falloir les déclarer. Concernant les stabilisations, les agents stabilisants, vous avez la même possibilité que les régulateurs d'acidité. Effectivement, très souvent, soit j'utilise de la gomme de cellulose, hein, carboxyméthylcellulose, ou de l'acide méthatartrique. Eh ben, c'est contient de la CMC ou de l'acide méthatartrique jusqu'à 3, mais par contre, il faut qu'il y en ait au moins un présent. Donc ça vous laisse la possibilité, effectivement, de ne pas créer des QR codes à chaque fois, quoi. Et enfin, concernant les gaz d'inertage, hein, l'azote, le CO2, hein, là, vous n'êtes pas obligé de les déclarer par leur petit nom. Vous pouvez mettre, tout simplement, utiliser l'indication spécifique. Ça a été mis en bouteille sous atmosphère protectrice ou peut être mise en bouteille sous atmosphère protectrice. D'accord. Donc ça. Mise en bouteille ou conditionnée hein, pour les bag box. Hein. Ça marche. Donc ça, on met cette mention-là. Et là, je vois sur ta liste, il y a aussi l'isozyme. C'est un cas particulier. Qu'est-ce qu'il en est les lysozymes, malheureusement, c'est des produits à base d'œufs. Donc, qui dit œuf dit allergène. Donc, sur l'étiquette, contient des produits à base d'œufs. D'accord. Donc, ça c'est soumis à la même réglementation sur les allergènes. Mais par contre, c'est à condition qu'ils soient utilisés en conservateur sur vin. Oui. Ok. Tout à fait, ouais. Ça marche. Voilà. Est-ce que on va regarder s'il y a des questions juste non, c'est bon non, pour le moment. Non, il n'y a pas de questions donc, apparemment. On peut passer à la diapo d'après. Par rapport à la déclaration des additifs, toujours spécifier la fonction, donc régulateur d'acidité, conservateur et antioxydant, agent stabilisateur, autre pratique. Et vous avez la possibilité soit de mettre leur petit nom scientifique, acide tartrique, ou utiliser le code, la codification de la substance E334. Donc je dis bien régulateur d'acidité acide tartrique ou régulateur d'acidité E334. D'accord, on a la possibilité de mettre ces deux mentions. Tout à fait, on a le choix par rapport à ça. Ok, parfait. Hop. Alors, concernant la valeur énergétique, Charlotte. Ouais, tu voulais en savoir un petit peu plus là-dessus. Alors, donc là, on a parlé de la liste des ingrédients. Maintenant, spécifiquement sur cette notion de valeur énergétique, il y a 3 options qui s'offrent à vous, on va dire, par rapport au calcul de la valeur. Donc, soit
vous utilisez le calcul avec les coefficients de conversion que l'on va retrouver sur la réglementation. On vous a mis le petit tableau extrait de cette réglementation qui va nous permettre, en fonction du taux de sucre, d'alcool, de calculer notre valeur énergétique. Donc ça, première solution. La seconde solution, c'est l'utilisation de données acceptées par le secteur. C'est en gros des ABAC que l'on va retrouver sur le net la plupart du temps, et notamment par exemple sur le site SICAL ANSES, où on va retrouver ces notions-là. Et donc, vous pouvez utiliser ces données qui sont acceptées par le secteur, bien évidemment, en fonction de la couleur de vos vins, du degré et du taux de sucre. Ensuite, la troisième possibilité, c'est vraiment basé sur une analyse de laboratoire vraiment du produit que vous allez mettre en bouteille. Donc là, vous pouvez vous rapprocher de vos laboratoires qui sont à même de vous faire une formule de calcul et vous délivrer une valeur énergétique par rapport à un produit donné. Donc voilà, vous avez ces trois possibilités-là. Par contre, il y a des spécificités concernant la nomenclature de ces valeurs énergétiques. Donc la première, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut que ça apparaisse sur l'étiquette en toutes lettres. Vous ne pouvez pas le mettre dans le QR code. Ensuite, il faut la faire apparaître avec le grand E et suivi de la valeur. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, il y a d'abord, vous devez mentionner les kilojoules, puis les kilocalories. Donc, vous mettez 70 kilojoules et X kilocalories. D'accord? Donc, on commence par les kilojoules, on continue par les kilocalories. Et il y a aussi au niveau de la police, du coup, kilojoule, c'est un grand K, un petit J. Et kilocalories, c'est tout en minuscule. Petit k, C-A-L, tout en minuscule. Donc voilà les spécificités en termes de nomenclature sur cette valeur énergétique. Alors, petite précision sur les tolérances par rapport à l'expression de cette valeur énergétique. Donc, la valeur énergétique en elle-même n'a pas de tolérance propre. Par contre, la tolérance que vous allez mettre, c'est finalement la somme des tolérances des composants de votre calcul. Je m'explique, par exemple, sur les degrés. On a une tolérance de plus ou moins 0,5. Donc finalement, par exemple, 0,5 degrés, c'est environ 2,8 kilocalories. Donc la tolérance que vous allez avoir sur la valeur énergétique, ce sera plus ou moins 2,8. D'accord? Donc c'est vraiment, il n'y a pas de tolérance propre sur la notion de valeur énergétique, mais c'est la somme des tolérances des composants de votre calcul. Donc ça, pour vous aider aussi sur cette tolérance, il y a un guide qui existe, c'est le guide des tolérances qui date de 2012 que vous pouvez retrouver et qui vous aide sur ces notions de tolérance. La petite précision que j'ai pas fait par rapport aux tolérances, c'est sur la valeur énergétique, ce que vous pouvez faire, c'est faire des arrondis à la valeur supérieure ou la valeur inférieure en fonction du chiffre. Donc, si vous avez par exemple 78,2, vous pouvez écrire 78. Si vous avez 78,8, vous pouvez écrire 79. Donc ça, c'est l'arrondi que vous pouvez réaliser sur la valeur énergétique elle-même. Voilà les petites précisions sur cette notion de valeur énergétique. Alors, on va juste regarder, Eric, s'il y a des questions particulières, voir sur cette idée de la valeur énergétique. Alors, hop, excuse-moi. Donc, excusez-moi, je fais le bilan il y a pas mal de questions. Alors, concernant les valeurs énergétiques, pour le moment,
je n'ai pas de questions. Après, autrement, s'il y a d'autres questions. Ouais, j'avais une question par rapport au vin blanc. Une fois que la malo faite, est-ce que je suis concerné par les règles d'étiquetage ou pas? Donc, par rapport à la notion de vin produit en vin pour les vins tranquilles, hein, Ouais. dans l'avis de la commission, il cite un exemple. Hein, à partir du moment où vous avez atteint le titre alcoométrique requis et l'acidité totale, on considère que le vin est fini. Donc, si c'est fini avant le 8 décembre, je suis exempté de cette nouvelle règle d'étiquetage et je peux distribuer jusqu'à épuisement des stocks. Deuxième question concernant l'édulcoration avec les moûts concentrés. Et effectivement, il faut déclarer les moûts concentrés. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, c'est moûts de raisin concentrés, un seul vocable. Hein. Ouais. Voilà. Par rapport à la réglementation, donc la réglementation. Donc, vous avez effectivement le règlement INCO hein, de 2011, le 1169-2011. Donc ça, c'est quoi? C'est la question, quelle réglementation précise la dose d'allergène résiduel? Ouais, ça, je crois que c'est dans ce règlement, effectivement, qu'on le retrouve, mais à préciser quand même. Mais dans tous les cas, c'est à partir de 0,25 mg par litre qu'il va falloir le déclarer. Si c'est inférieur, vous n'êtes pas obligé de le déclarer. Voilà. Alors, par rapport à l'acide tartrique, c'est vraiment à la fin du process qu'il faut le déclarer. Hein. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je croyais que la Commission européenne n'avait pas validé le I. Effectivement, la Commission européenne n'a pas validé le I du QR code. Voilà, il demande qu'il y ait écrit ingrédient. Exactement. En haut, au-dessus du QR code. Voilà, voilà. Alors, hop, d'autres questions. Les valeurs calories générales, où nous pouvons les trouver? Les valeurs, du coup, sur le site là par exemple, SICAL ANSES, non? Tout à fait, ouais. On retrouve ces valeurs-là. Et après, donc, enfin, ça, c'est un petit peu la dernière diapo, mais les hébergeurs avec qui vous pouvez contractualiser justement la génération de QR code, souvent ils ont les calculateurs intégrés et vous indiquez juste votre degré et le taux de sucre et ils vous mettent les kilocalories correspondants. Tout à fait, ouais, parce que dans l'avis de la commission là, du 24 novembre, il est bien précisé que la valeur énergétique se calcule à l'aide des coefficients qui sont définis dans le règlement INCO. Là, c'est l'annexe 14. Ok. Voilà. Alors, on va continuer sur la. Bon, il n'y a plus de questions. Voilà. Alors, on passe à la valeur nutritionnelle. Ok, donc du coup, on a vu la liste des ingrédients, on a vu la valeur énergétique. Maintenant, Eric, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette fameuse déclaration nutritionnelle? Oui, alors tout à fait. Donc ça, c'est une information qui est obligatoire pour tous les produits agroalimentaires. Hein, et fin de dérogation en 2021 et à partir d'aujourd'hui pour les vins. Donc, il va falloir déclarer l'énergie. Hein. Donc, l'énergie, ça, au passage, c'est le minimum qui doit apparaître sur une étiquette. Ça, c'est obligatoire sur l'étiquette. Et après, vous avez la composition du produit en termes de matière grasse. De matière grasse, oui, en termes de glucides, en termes de protéines, en termes de sel, etc. Alors, ça, vous pouvez soit le mettre sur l'étiquette sous forme de tableau ou par rapport à l'étiquette, la place disponible sur l'étiquette, vous pouvez le mettre en format linéaire si vous voulez. Oui, voilà, c'est ça. Si les étiquettes sont, si vous décidez de ne pas le mettre à travers un QR code, mais directement sur l'étiquette, vous pouvez l'écrire en toutes lettres de façon linéaire. Ça, c'est une tolérance si les étiquettes sont toutes petites. Tout à fait, ouais. Ou alors, vous utilisez le QR code pour apporter les informations en termes de déclaration nutritionnelle, avec bien ingrédients au-dessus, ça je le répète. Donc, si c'est via le QR code, par contre, il faut présenter ces valeurs nutritionnelles sous forme de tableau. Ça, c'est obligatoire. Et il y a un ordre à respecter. Donc, vous voyez la matière grasse, dont acide gras saturé, glucides, dont sucre, protéines, sel. Il y a un ordre à respecter, hein, dans tous les cas.
Et si les valeurs sont proches de 0, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, si elles sont proches de 0, il est précisé dans l'avis de la commission, il va falloir à proximité, hein, préciser contient des quantités négligeables. D'accord. OK. Il Voilà. faut que cette mention-là apparaisse. Contient des quantités négligeables à côté de ces valeurs. D'accord. Bien entendu, toujours, c'est reporté à une certaine quantité, hein, donc c'est 100 ml ou 100 grammes pour d'autres produits. Hein. D'accord. Toujours Okay. Donc, c'est toujours par rapport aux 100 ml. D'accord. Voilà. Alors, comment obtenir ces données? Donc, toujours l'avis de la commission, et de toute façon, c'était déjà dans le règlement INCO, hein, il précisait qu'il y avait 3 moyens d'obtenir ces données. Donc, c'était déjà, ce sont des valeurs moyennes. D'accord. Déjà, ce sont des valeurs moyennes. Et on se base soit sur une analyse de la denrée alimentaire, soit des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients qui sont utilisés pour constituer le produit, la denrée alimentaire, ou sur des données généralement établies et acceptées. D'accord. Et les données généralement établies et acceptées, où on peut les trouver? On peut les trouver notamment sur le site sical.anses. où effectivement vous allez choisir votre vin en fonction de sa couleur, s'il est sec ou doux, et là vous allez avoir des informations en termes nutritionnels. Ce sont des valeurs moyennes. D'accord. Donc voilà ce qu'il en est par rapport à cette déclaration nutritionnelle. Donc il y a eu quelques petites, on vous a mis quelques petites précisions sur l'affichage, les possibilités que vous avez et comment on trouve ces valeurs. Est-ce que nous aurions des questions sur cette partie-là? Les valeurs calories générales, où nous pouvons les trouver? Ça, on a répondu. Ok. Ne serait-ce pas kg, kilojoules? C'est quoi? C'est petit K, grand J, c'est ça? Donc en effet, c'est kilojoules, mais sur le règlement, c'est grand K, petit J. Voilà. Nous vous entendons bien. On peut trouver les données acceptées par le secteur. Donc, on a répondu. C'est sur le site sical.anses. Où trouver le guide des tolérances de 2012? Alors, si vous téléchargez, vous allez sur le journal officiel européen, donc le site Eurlex du 24 novembre, et vous allez 24 novembre, vous retrouvez l'avis de la commission. Hein. C'est le C 2023 11 90 en page 8. Donc au niveau des notes, là, vous retrouvez le site de référence qui date de 2012. Là. Donc c'est Labling. Tout en bas de la page 8, c'est le petit 7. Voilà, c'est entre parenthèses, il y a un petit 7 et ça fait référence au guide des tolérances des valeurs. Donc ça, vous avez le lien sur l'extrait de la Commission européenne du 24 novembre, en page 8, tout en bas. Alors, une question, peut-on se passer d'analyse de laboratoire? Donc, par rapport aux valeurs nutritionnelles, ça, on vient d'apporter une réponse. Voilà, donc en effet, parce que vous pouvez vous baser sur les valeurs moyennes qui peuvent être proposées sur, par exemple, sical.anses. Par rapport à la valeur énergétique. Pareil. Voilà. On pourrait le faire. Alors, pour ces produits, doit-on prouver qu'il n'y en a pas? Pour ces produits, doit-on prouver qu'il n'y en a pas? Mais de quoi? Pour quel produit? Si vous pouvez préciser un peu plus votre question par rapport à ça, je suppose que c'est par rapport à des acides gras ou enfin des. Eh ben pareil, du coup, c'est sur ce qui est défini pour la filière. Tout à fait, ouais. Il y a écrit que l'on peut les considérer comme alors pas nul, mais comment c'était la petite phrase là? Contient des quantités négligeables. Voilà, quantité négligeable. Voilà, à définir à proximité de la déclaration nutritionnelle. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire déclarer l'acide tartrique à la fin du process? Si justement vous l'utilisez comme régulateur d'acidité pour
préparer les vins à la mise, ça, il va falloir les déclarer. Ouais. Oui, Parce de qu'en toute fait, façon, ils ont encore une fonction à la fin dans le produit, quoi. voilà. C'est en fait, il faut bien en fait les valeurs, enfin les additifs qui doivent être indiqués sur la liste des ingrédients, c'est ceux que l'on va ajouter vraiment intentionnellement au cours de l'élaboration. Donc, l'acide tartrique en fait partie quand on est sur la vinification, l'élevage, en tant que régulateur d'acidité. Donc, automatiquement, il va falloir l'indiquer sur la liste des ingrédients. Et comme tout à l'heure, on vous l'a stipulé, sur cette partie régulateur d'acidité, il y a la tolérance de je peux en mettre 3, à condition que dans le produit, il y en ait au moins un qui soit présent. Voilà. Mais il faut que ça apparaisse sur l'étiquette, bien évidemment, en tant que régulateur. Alors, une question pour les vraqueurs, là. Quand on vend du vin à vrac à un négociant, faut-il aussi fournir tous ces éléments? Il faut lui fournir, bien évidemment, la liste de tous les ingrédients que vous avez pu mettre dans vos produits. Donc, ce qui est en train de circuler, vous avez pour certains, je pense, déjà vu, dans les cahiers des charges, justement, des négociants, il y a cette liste et on vous demande de mettre s'il y en a ou pas et en quelle quantité pour voir si ça représente plus de 2% du produit fini ou pas et du coup pour pouvoir les déclarer derrière sur les étiquettes. Donc oui, pour les vraqueurs, c'est exactement la même chose. Donc, par rapport aux graisses, effectivement, apparemment, il n'y en a pas. Donc là, on va mettre contient des quantités négligeables, hein. De toute façon, on va se baser sur les données de Sical.ss. J'ai une question par rapport au gaz d'inertage pour le stockage en cuve, hein. Ça, vous n'êtes pas obligé de le déclarer. C'est uniquement au moment du conditionnement. Si vous inertez vos bouteilles ou vos poches bag-in-box à l'azote, ça, il va falloir les déclarer, mis sous atmosphère protectrice. Tout à fait. Alors, tac, je vois qu'il y a la même question. Tout est OK. Alors, une revendication du cépage est-elle considérée comme une mise en avant d'un ingrédient et donc le pourcentage est-il à préciser? Bonne question, je ne pense pas. Mais ça, non, ça c'est la réglementation classique sur les cépages, non, mais je ne pense pas ça, il faut. Enfin, Eric, si tu as la réponse. Non, mais en fait, déjà, quand vous faites du monocépage ou du bicépage, vous avez déjà une réglementation générale par rapport à ça, hein. Donc, si c'est un monocépage, vous avez la règle des 85-15 qui s'applique. Et les bicépages, par contre, l'assemblage, c'est 100% des deux cépages mentionnés. Donc, ça reste, je mentionne du raisin, quoi. Mais sinon, je mets en avant un cépage, c'est déjà dans la dénomination des produits. Voilà, c'est ça. C'est uniquement en cas d'aromatisation, des choses comme ça, qu'il va falloir effectivement être un peu plus précis par rapport à la quantité que j'utilise. Quid du SO2 tartrique utilisé pour stabiliser les produits ENO, protéines de poids, liquides, gomme, etc. Le SO2, de toute façon, c'est le sulfite. L'acide tartrique a déclaré comme additif. Par contre, tout ce qui est la gomme arabique, oui, bien sûr. Bien sûr, oui. Mais remets, s'il te plaît, Eric, le tableau. Voilà, reviens. Oui, ou là, celui-ci. Vous avez sur ce tableau, en fait, la liste complète des additifs que vous devez déclarer si vous les utilisez. Donc, on voit bien que la partie agent stabilisateur, on a bien la gomme arabique. Et on a acide citrique, acide métatartrique. Donc là, vous êtes obligé de l'indiquer sur la liste de vos ingrédients. De toute façon, là, je vous rappelle la liste de tous ces additifs, règlement européen 2019-934. 2019-934. Mais celle que vous avez sous les yeux sur la projection, c'est la liste des additifs qui doivent être déclarés si présents dans vos vins.
Alors, je te propose, Eric, qu'on finisse parce que du coup, il y a un dernier élément. Donc, on vous a donné des précisions sur l'échéance par rapport à cette date anniversaire du 8 décembre. On vous a donné des précisions par rapport à la liste des ingrédients, par rapport à la valeur énergétique, par rapport à la déclaration nutritionnelle. Et maintenant, le dernier point par rapport à cet étiquetage, ce sont les informations, si vous décidez de les mettre de façon dématérialisée sur le QR code, quelles sont les règles que vous devez respecter en termes de dématérialisation. Donc, quelles sont-elles? Alors, déjà, il faut que ce QR code soit sur le même champ visuel que les autres mentions obligatoires. Vous ne pouvez pas le mettre ailleurs, il faut qu'on puisse le voir sur le même champ visuel que les autres mentions obligatoires. Pour générer ces QR codes, tout à l'heure, je vous en ai parlé rapidement. Il y a différents hébergeurs qui proposent la création de ces QR codes. On vous en a mis 3, mais il y en a d'autres. Par exemple, Ulabel, Dans ma bouteille, Vin.co sont des hébergeurs web qui peuvent vous générer les QR codes et derrière, quand les personnes cliquent sur ces QR codes, avoir l'ensemble des informations demandées par cette nouvelle réglementation. Après, il y en a d'autres, hein, il y a les syndicats d'appellation, il y a eu beaucoup d'acteurs qui proposent des solutions. Ça, après, c'est à vous de choisir, mais soyez vigilants quand même par rapport à la longévité, entre guillemets, de ces plateformes pour que vous puissiez garder l'ensemble de vos informations et donc, du coup, assurer la traçabilité de vos produits et que ces informations restent accessibles le temps nécessaire pour pouvoir récupérer la traçabilité. Donc ça, il faut veiller quand même à la durabilité de l'entreprise que vous allez solliciter pour héberger vos données. Ensuite, qu'est-ce qui est demandé? C'est que ce QR code ne contienne ni d'informations commerciales, ni d'informations marketing. Donc ça, c'est bien précisé. On ne doit pas faire référence à des données commerciales sur ces QR codes. Donc là, faites attention aussi, le consommateur doit accéder directement aux informations qu'on a vues précédemment, la liste des ingrédients, les valeurs nutritionnelles. Là, vous voyez sur la diapo qu'on vous projette, justement, il y a eu des questions tout à l'heure par rapport à ce QR code. Donc en effet, on pensait jusqu'à présent que le QR code avec le petit i au milieu, entre guillemets, était validé. Et bien évidemment, par contre, dessous, vous avez la valeur énergétique. Eh bien non. Donc, on vous a mis le QR code en rouge juste à côté avec la mention ingrédients au-dessus. Donc ça, c'est ce qui est demandé pour ne pas tromper le consommateur parce que le petit i, du coup, il est considéré comme dissimulation d'informations, risque d'induire le consommateur en erreur. Donc, du coup, il faut écrire ingrédients. Voilà, donc ça, c'est bien clair. Ensuite, selon les pays de destination de vos vins, il est demandé que ce soit lisible et compréhensible par tous. Donc, veillez également à ce que vos hébergeurs puissent vous proposer des traductions dans les langues de destination de vos produits pour que ce soit lisible et compréhensible. On en a parlé, donc pas de tracking non plus du consommateur. Attention à comment vous fonctionnez, mais vous n'avez pas le droit d'avoir ces systèmes de tracking des consommateurs. Et enfin, le dernier point, c'est par rapport à la possibilité de mettre un autocollant sur vos bouteilles avec ce fameux QR code. Donc, ce n'est pas interdit. Mais ce qui est précisé, c'est qu'il ne faut pas que cet autocollant soit facilement détachable. Donc, il est possible de mettre l'autocollant, mais attention à la dimension et que ce ne soit pas facilement détachable. Et attention, toujours en respectant la première règle, c'est qu'il soit bien sur le même champ visuel que vos autres mentions obligatoires d'étiquetage.
Voilà, donc par rapport à cette précision sur cette information numérisée, attention dans votre choix de prestataire, donc qu'il soit sérieux. Et même si on a vu en début de webinaire que les vins produits du coup des vendanges de 2023 et tous ceux antérieurs ne sont pas concernés, donc pour une majorité quand même de nos produits, ça va concerner le millésime 2024, mais attention à pas se laisser déborder par ce délai. Et donc, anticipez ça et voyez comment vous pouvez déjà intégrer ces mentions sur votre étiquette. Et par contre, on a bien vu que pour les vins mousseux effervescents, là, pour le coup, la réglementation s'applique dès aujourd'hui. Voilà un petit peu les derniers points issus de cette commission européenne. Donc, peut-être qu'on va voir s'il y a des questions particulières. Une question très générale. Est-ce que nous aurons le PowerPoint à la fin? Alors, vous n'aurez pas le PowerPoint à la fin, mais vous retrouverez le replay de ce webinaire sur le site internet du groupe ICV. Donc, peut-être pas aujourd'hui, mais là, dans les jours suivants, le replay sera mis en ligne. Donc, vous pourrez le revoir. Alors, j'ai d'autres questions. Excusez-moi, hop. Alors, c'était par rapport acide malique et lactique à noter uniquement en cas d'ajout. Point d'interrogation. Bah, si vous n'en ajoutez pas, vous déclarez pas. Voilà. Tout simplement. C'est considéré comme un additif. Donc, si vous en mettez, oui. Si vous n'en mettez pas, non. Non. Voilà. Donc ça, à partir de quand considère-t-on que c'est négligeable? De quoi? Qu'est-ce qui est négligeable? Excusez-moi. Il y a certains éléments. Est-ce que à partir du moment où il y a les très faibles valeurs, à partir de quand? Je crois qu'effectivement, il y a une référence, ça doit être dans les 0,7%. Enfin, c'est vraiment des quantités très négligeables. Alors, est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît, votre question? Est-ce que c'est par rapport aux additifs? Est-ce que c'est par rapport aux valeurs nutritionnelles? Juste, si vous pouvez préciser, parce que là, c'est pas pas très clair. En fait, voilà, on a bien dit que les additifs, si vous en rajoutez, il faut les mentionner. Ça, il n'y a pas de limite de si j'en mets ou si j'en mets pas. C'est si vous en avez, il faut les indiquer. C'est la liste des 23 ou 24 additifs à déclarer. Ensuite, sur les valeurs nutritionnelles, on vous l'a expliqué du coup tout à l'heure, il faut se baser sur les données filières et donc dessus, ils écrivent voilà, si les graisses, c'est considéré comme quantité négligeable et donc là, à ce moment-là, vous pouvez l'indiquer sur votre étiquette. Tout à fait. Juste un rappel réglementaire, l'omission d'informations, ça s'appelle de la fraude. Et si par contre vous déclarez des choses qui n'ont pas été faites, ça s'appelle de la fraude aussi. Par rapport au consommateur, c'est tromperie du consommateur. Voilà, pas de tromperie, pas de confusion. Et c'est vraiment, en fait, tout ce qui est QR code, c'est vraiment en destination des consommateurs. Hein. Ok. Avant tout, ouais. Donc, je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, donc ce qui est important du coup, si vous voulez vraiment regarder dans le détail, donc télécharger l'avis de la Commission européenne qui est paru au journal officiel du 24 novembre, où là vous avez un jeu de questions-réponses sur justement les petites subtilités concernant ce nouveau dispositif d'étiquetage concernant la filière vin. Écoutez, Rick, s'il n'y a pas d'autres questions. Bah, apparemment, je n'en vois pas. Juste une précision par rapport à l'avis de la Commission. En fait, les décisions, les précisions qu'ils ont apportées se basent sur la réglementation. Donc, vous allez trouver toutes les références réglementaires au niveau européen sur cet avis de la Commission. D'accord.
Ok, ben c'est voilà, c'est vraiment la source d'information avec le détail de toutes les dernières mentions à indiquer. Tout à fait, ouais. Et une dernière précision, juste par rapport aux hébergeurs, donc assurez-vous de la fiabilité de l'hébergeur. Hein. Vous avez tout type de prestations, des fois c'est payant, des fois c'est gratuit. Mais assurez-vous que quand même cet hébergeur, les informations qu'il met en avant, hein, répondent à la réglementation, quoi. Ok. Voilà. Super, ben merci pour ces précisions. Écoutez, ce webinaire touche à sa fin. Si vous avez du coup des questions, on vous a mis nos adresses mail, donc vous pouvez nous poser les questions par mail. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous retrouverez le replay de ce webinaire sur le site internet de l'ICV dans les prochains jours. Et puis surtout, restez à l'écoute parce que je pense que nous réaliserons de nouvelles, enfin on vous fera passer de nouvelles informations, soit sur notre newsletter, soit en effet on organisera peut-être d'autres webinaires. Donc au fur et à mesure de l'avancée, s'il y a des nouveaux changements et des nouvelles données qui se présentent à nous. Donc du coup, écoutez, je vous remercie de votre attention. Attendez, je crois que mon collègue essaye de communiquer. Excusez-moi, j'ai une question très intéressante là. Quelle granulométrie? Un QR code est égal à un numéro de lot, / une référence commerciale, ou quid des vins vendus sur plusieurs références commerciales et qui sont pourtant identiques? Je te laisse donc répondre, Eric. Alors, par rapport à ça, le QR code, effectivement, quand je scanne mon QR code, je dois tomber sur mon produit. Donc, effectivement, je dois trouver sur la dénomination du produit. Donc, il faudrait qu'il y ait même un minimum, un QR code par article, par dénomination de produit. Par contre, effectivement, vous avez le même article qui va être conditionné sous différents numéros de lot. À partir du moment où c'est a priori la même base 20, ça va être le même QR code. Et vous avez quand même des possibilités qui vous sont offertes par rapport aux régulateurs d'acidité, par rapport aux agents stabilisants. Si au mois de mars, vous avez décidé d'utiliser plutôt de la gomme de cellulose que de l'acide métatartrique, que vous allez utiliser 3 ou 4 mois plus tard, ça serait plutôt l'inverse par rapport à la saison, vous avez la possibilité de dire contient acide métatartrique ou gomme de cellulose ou quelque chose d'autre, à partir du moment qu'il y en a au moins un présent, quoi. Mais c'est un QR code, un produit. Voilà, c'est pas un numéro de lot, c'est lié au produit, au vin lui-même, mais pas un numéro de lot. Au produit distribué. Eh bien, écoutez, nous vous remercions du coup de votre attention et d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, nous ne manquerons pas de vous tenir informés des dernières nouveautés s'il y en a. Merci à tous et au plaisir. Bonne journée, bon week-end. Bonne journée, au revoir. Au revoir.